Hi everybody, today's Friday, February Bonjour à 6, tous. 2026. Nous sommes le vendredi 6 février 2026 et nos chers amis, le colonel Larry Wilkerson et Larry C. Johnson, sont avec nous. C'est le dernier podcast depuis l'Iran, car je quitte l'Iran. Commençons par le dossier des négociations. Nous savons que le deuxième cycle de négociations est terminé, et voici ce qu'a déclaré jusqu'à présent le ministre iranien des Affaires étrangères. Le principal problème semble être que, bien que l'atmosphère générale des discussions ait été plutôt positive, aucune décision n'a encore été prise concernant la date ou le lieu du prochain cycle. Ce que le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné, c'est la profonde méfiance entre les deux parties, même avant le début des négociations. Alors Larry, commençons avec toi. Quelle est ta compréhension de ce qui s'est passé jusqu'à présent? What is your understanding on what has happened so far? Eh bien, les États-Unis n'ont pas encore lancé leur attaque. Nous verrons bien. Je pense que le développement le plus important de la semaine a été la tentative américaine d'intimider l'Iran pour qu'ils disent « D'accord, vous devez abandonner les missiles balistiques et cesser de soutenir les autres groupes chiites de la région, le Hamas, le Hezbollah. » Et ils ont ajouté « Sinon, il n'y aura pas de négociation. » Et l'Iran a répondu « Très bien, pas de négociation. » Puis, selon Axios, les responsables américains ont été surpris. Je me dis quelle bande d'idiots. Le fait qu'ils aient été soi-disant surpris par cela, franchement, c'était une prédiction facile. Donc vous voyez, je pense qu'il y a un accord possible à conclure. L'accord serait que l'Iran dise « D'accord, mettons en place un processus d'inspection, une procédure, afin que vous, l'Occident, puissiez être assurés que nous ne possédons pas d'armes nucléaires. » Et pour l'enrichissement, en ce moment, l'Iran dit que tout restera local. Il pourrait, je pense, être persuadé par la Russie et la Chine de leur laisser prendre une partie du matériau enrichi à 60% et plus et de le gérer. Mais il ne s'agit pas d'armes nucléaires, ni d'enrichissement d'uranium. Tout cela concerne le changement de régime. L'Occident s'en moque, en réalité. Il pense qu'il doit éliminer une menace nucléaire inexistante. Il s'agit de se débarrasser de la République islamique, de l'exterminer. C'est de cela qu'il est question. Et donc je pense qu'Arakchi a raison. D'accord, nous avons eu une bonne réunion, mais je ne fais toujours pas confiance à ces salauds. C'est ce qu'il dit, et je suis d'accord avec lui. Eh bien, la dernière fois, bien sûr, on ne leur a peut-être pas dit de nous faire confiance, mais au moins ils ont suivi ce que nous voulions faire et regardez ce que ça leur a valu. Donc je suis d'accord avec Larry. Je ne ferai pas plus confiance à cette affaire que je ne pourrais cracher, et peut-être même pas autant. Cela dit, je pense vraiment que Trump n'a pas, au fond, l'intention de lancer cette armada. Et je pourrais te donner tout un tas de raisons à cela, dont la principale est qu'il reste encore quelques personnes censées au Pentagone. Et cette lucidité est remontée de Kane jusqu'à Hexteth. Je ne sais pas si Hexteth l'a présenté, mais selon les nouvelles règles, la nouvelle loi Goldwater-Nichols, le président peut faire sa propre déclaration. Donc si je comprends bien, le message est bien passé. Il y a une certaine appréhension à l'idée de déclencher une guerre avec l'Iran, et c'est bien normal. Je comprends aussi que les FDI comptent quelques voix franches qui ont exprimé leur véritable opinion sur ce que ce serait si Israël et l'Iran se lâchaient l'un contre l'autre. Et cela a constitué un obstacle, pas tant à cause de Netanyahou lui-même, mais parce qu'il doit tenir compte des dirigeants qui lui restent encore au sein des FDI. Je pense également que ce que Trump cherche, en fin de compte, c'est un retour au JCPOA+, si l'on peut dire. Il va présenter cela comme une autre guerre évitée, un autre succès à son actif, avant de passer à la présidence du groupe pour la paix à Gaza, la nouvelle organisation des Nations Unies. Je ne pense pas qu'il veuille une guerre, en d'autres termes. Je pense qu'il préférerait autre chose.
Mais il veut que cela paraisse dynamique, une guerre forcée, que l'Armada ait réussi à les contraindre à faire ce qu'il annoncera. Souvenez-vous, Donald Trump ne traite pas avec la réalité. Il la décrit pour vous et pour son public. Et il décrira cela comme un succès total et absolu, obtenu par lui et par son utilisation de l'Armada pour faire pression sur l'Iran. Il y a donc bien plus que cela, mais je pense que c'est là où nous en sommes maintenant. J'espère que c'est vraiment là où nous en sommes. Oui, le décalage ici, j'appelle ça la soi-disant Armada, comme tu t'en souviens pendant l'opération Rough Rider. Et je pense que ce nom venait du fantasme de cow-boy de Lindsey Graham. Celle de Mars en mer Rouge, à un moment donné, nous avions 2 porte-avions, 4 destroyers et un croiseur. Maintenant, cette puissante Armada actuelle, c'est un porte-avions et 3 destroyers. C'est tout. Donc en réalité, eh bien, l'ironie ultime, c'est qu'ils continuent à insister, et d'après ce que je comprends, ils maintiennent la force navale à environ 1000 milles au large. Sauf les destroyers. La moitié des cellules VLS, ces cellules de lancement verticales, sont chargées de missiles Tomahawk. Mais le Tomahawk ne peut parcourir qu'environ 1000 milles. Donc en gros, nous sommes bien armés et équipés pour faire sauter les plages du sud de l'Iran. Je veux dire, ce que je dis, c'est à quoi pense-t-il? Vous savez, nous avons cette flottille navale russe et chinoise, des navires de guerre en route vers la zone. C'est planifié à l'avance, ce n'est pas nouveau. Ils doivent mener leur exercice naval conjoint annuel, quelque part, d'après ce que j'ai entendu, entre la mi-février et le 1er mars. Normalement, c'est le 1er mars, mais pour une raison ou une autre, ils accélèrent le calendrier. Donc, une fois que des navires de guerre chinois et russes seront dans la région, et il y a déjà un navire espion chinois qui suit l'Abraham Lincoln. Encore une fois, je suis d'accord avec Larry. J'espère que nous ne serons pas assez stupides pour appuyer sur la gâchette, car nous allons nous en prendre plein la figure. Je prédirais que nous perdrions au moins un navire, peut-être plus, et que toutes les installations militaires américaines de la région seraient anéanties. Et Nima, je vais simplement ajouter quelque chose à cela. La plupart de vos auditeurs sont probablement trop jeunes pour se souvenir de la ligne des 1000 milles nautiques. L'Opland 5001 dans le Pacifique, en particulier, tenait compte de cette ligne. À cette époque, nous pouvions déployer 8 ou 9 porte-avions face à elle. Mais aucun commandant de flotte, si vous préférez, ne franchissait cette ligne des 1000 milles sans l'ordre d'exécution personnel du président, car tous savaient que la combinaison des menaces aériennes, de surface rasant la mer et sous-marines ferait couler 1 ou 2 porte-avions dès qu'ils la franchiraient. Aujourd'hui, la technologie a beaucoup évolué depuis, mais elle a évolué des deux côtés. Des deux côtés. Et je vais vous dire, en tant que diplômé du Naval War College et ayant rédigé ma thèse sur les sous-marins en appui direct du groupe de combat aéronaval, comme on les appelait à l'époque, je m'y connais un peu sur le sujet. La technologie du côté « tuer le porte-avions » a beaucoup plus progressé que les défenses du porte-avions. Les systèmes sous-marins, de surface et aériens, se sont tous améliorés. Donc, l'une des choses que quelqu'un a probablement soufflé à l'oreille de Trump, c'est « on pourrait perdre un porte-avions ». Sacrée chose pour commencer. Sacrée chose, un exemple pour commencer. Donald Trump, le premier président américain à perdre 5000 vies d'un seul coup. Larry, que savons-nous à ce sujet? Ces personnes qui travaillent, par exemple, sur le porte-avions, il y a 5000 personnes, si je ne me trompe pas. Elles participent à toutes les...
C'est une petite ville. Mais ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'il y a environ une semaine, les Iraniens ont fait décoller leur version du drone MQ-9 Predator, le Shahed 149. Il est capable de mener des missions de renseignement, de reconnaissance et de collecte, ainsi que de tirer quelque chose de similaire à un missile Hellfire. Il a survolé l'Abraham Lincoln, et l'Abraham Lincoln n'a rien fait pour le contester, ce qui était fascinant. Nous le savons parce que les images vidéo ont été diffusées à la télévision iranienne le 30 janvier. Puis, 2 jours plus tard, un F-18 de l'Abraham Lincoln a abattu ce que je pense être un Shahed 136. Quoi qu'il en soit, c'est celui qui a une forme triangulaire. C'est pas comme le MQ-9, c'est un drone plus petit. It's not like the MQ-9, so it's a smaller drone. It's one that would be more capable of. C'est un modèle qui serait plus capable de mener une attaque suicide. Voilà l'histoire. Ils disent l'avoir abattu. Nous n'avons vu aucune réaction de l'Iran et franchement, je serais surpris qu'ils fassent voler ce type de drone là-bas, à moins qu'ils ne veuillent simplement tester la réaction des États-Unis. Donc tout cela, je l'appelle le plan de bataille fantaisiste des néoconservateurs et des sionistes. Ils n'ont pas prêté attention à ce que les États-Unis n'ont pas réussi à faire contre les Houthis en mars dernier, alors qu'ils avaient en réalité un objectif clair. D'abord, établir la liberté de navigation en mer Rouge. C'était un objectif déclaré, clair, et la marine américaine, avec toute sa puissance, avec 2 porte-avions, n'a pas réussi à le réaliser. Nous n'avons jamais, dans l'histoire moderne, vu un cas où les États-Unis auraient pu provoquer un changement de régime simplement en larguant des bombes depuis un avion ou une escadrille d'avions. Je veux dire, revenons à l'Irak en 2003. Nous avions une supériorité aérienne totale, une suprématie aérienne. Et bon sang, nous avons bombardé les Irakiens sans relâche. Et pourtant, il a quand même fallu envoyer la Delta Force pour sortir Saddam d'un trou dans le sol. C'est la seule manière dont nous avons obtenu un changement de régime, en déployant des troupes sur le terrain. Nous n'allons pas faire cela avec l'Iran. Nous comptons donc sur la puissance aérienne et franchement, sur une capacité navale qui, à mon avis, rappelle la transition du 19e au 20e siècle, quand au 19e siècle, la cavalerie à cheval était essentielle. C'était une ressource militaire puissante. Mais avec l'apparition du char et de la mitrailleuse, la cavalerie à cheval est devenue obsolète. Et ces porte-avions, tant qu'ils n'étaient pas confrontés à des missiles hypersoniques ou à des missiles guidés pouvant être lancés contre eux, constituaient une force assez redoutable. Mais ce n'est plus le cas, comme on le voit en ce moment. Ils doivent rester en retrait. L'armement dont on peut les équiper, le missile de croisière Tomahawk est bien présent sur les navires, mais il ne peut pas vraiment être utilisé, car ils doivent rester suffisamment loin des côtes pour ne pas être coulés. C'est en somme un drame tordu et malsain. On dirait du théâtre de l'absurde. Nima, permets-moi de souligner qu'on les appelle désormais des groupes d'attaque. Avant, on les appelait des groupes de combat de porte-avions. Si tu es en mer Rouge, tu ne peux pas déployer tes défenses comme tu le ferais en pleine mer. Tes défenses sous-marines, de surface et aériennes sont limitées. Et en plus, le porte-avions peut à peine manœuvrer dans la mer Rouge. Donc c'est difficile. C'était un vrai problème pour la marine, et la marine est tombée en plein dedans. Je me serais attendu à voir quelqu'un relever de ses fonctions pour ça. Mais non, parce qu'on n'a relevé personne pour avoir perdu de grandes guerres au cours des 20 dernières années. Ils sont promus, oui. C'est un peu différent dans l'océan Indien ou la mer d'Arabie du Nord, parce que là, tu as de la marge pour manœuvrer, des sous-marins en dessous, des avions au-dessus, des capacités de missiles, et ainsi de suite. Mais en gros, Larry a raison. Vous allez perdre l'un de ces porte-avions. Il n'y a aucun doute là-dessus.
et je serais surpris de voir un porte-avions s'approcher à moins de 1000 milles nautiques, ou peut-être un peu plus. Ce serait extrêmement dangereux si l'Iran possède réellement les missiles dont on m'a parlé et les capacités que ces missiles apportent. Et nous ne parlons même pas de la Russie et de la Chine. L'autre problème, c'est que nous n'avons tout simplement pas la puissance de feu nécessaire pour tout cela. Laissez-moi vous ramener à la guerre d'Irak en 2003. Rumsfeld voulait la mener avec 54 000 soldats, marins, aviateurs et marines, 54 000. Il voulait contrecarrer l'idée de Powell d'une force maximale. Il voulait montrer qu'avec la technologie moderne et le cerveau de Donald Rumsfeld, on pouvait faire beaucoup mieux. La bataille s'est déroulée entre Tommy Franks et Rumsfeld, avec Powell qui intervenait de temps en temps, jusqu'à ce que Cheney lui dise de ne pas s'en mêler, puisqu'il n'était plus le président. Mais il ne s'en est pas tenu à l'écart. Ils ont discuté au point d'en arriver à environ 164 ou 165 000 soldats, plus environ 20 000 en mer, jusqu'à ce que les autres aient gagné la guerre pour Donald. Et ils étaient tous censés partir de là en 6 à 8 mois, 1 an au maximum. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Et Ken Shinseki avait sous-estimé, je pense, quand il a parlé de 200 à 250 000 environ, et il a été renvoyé pour cela. Il fallait vraiment entre 500 000 et 600 000 soldats et marines sur le terrain en Irak pour faire ce que nous n'avons pas fait. Rassembler les 35 immenses dépôts d'armes et éliminer ces armes en toute sécurité, aller immédiatement après Saddam, aller immédiatement après les éléments d'Al-Qaïda, neutraliser la garde républicaine, immédiatement ou presque. Pour tout cela, il fallait toutes ces troupes. Nima, nous ne pourrions même pas réunir autant de soldats aujourd'hui pour les déployer sur le terrain. Alors quelle est vraiment la menace, à part, comme l'a dit Larry, ce groupe de navires et d'autres qui agissent comme s'ils allaient faire quelque chose? Ce qu'ils vont faire, s'ils font quoi que ce soit militairement, c'est bombarder l'Iran à outrance, ce qui ne fera rien d'autre que les mettre en colère. Oui, en fait, la véritable ironie ici, et d'ailleurs j'ai fait une interview hier avec les professeurs Morandi et Nima Al-Khorshid, mais appelons-les par leur prénom, c'est qu'ils ont tous deux souligné qu'il existe en Iran un sentiment croissant parmi la population en faveur de l'acquisition d'une arme nucléaire. En réalité, l'ayatollah Khamenei est actuellement minoritaire. Et je pense que l'une des conséquences ironiques d'une attaque américaine, si elle a lieu, sera qu'elle finira par convaincre même l'ayatollah qu'il faut que l'Iran possède une arme nucléaire, car seuls les pays dotés de l'arme nucléaire sont laissés tranquilles. Vous en avez peut-être entendu parler, je crois que c'était dans l'émission du juge hier. Nous avons parlé de ce type de la CIA qui a dit que l'Arabie saoudite possédait 1 ou 2 armes nucléaires. Eh bien, ils le font. C'est Dewey Claridge. Je connaissais Dewey. Ma réponse à cela était assez simple. Mohammed Ben Salman s'est rendu à Islamabad il y a quelques années avec un chèque de 20 milliards de dollars. C'était à mon avis un acompte. Lorsque nous traitions avec le réseau AQ-Khan, nous étions assez convaincus que si certains pays du monde islamique demandaient à Islamabad une arme nucléaire, ils l'obtiendraient. Et ils l'obtiendraient assez rapidement. C'est donc un autre élément à prendre en compte. Oui, absolument. Larry, quand tu regardes l'équipe américaine, nous avions Steve Witkoff avec Jared Kushner pour la première fois, et ensuite le commandant du CENTCOM. Je veux dire, qu'est-ce que ça signifie pour toi, à ton avis?
Eh bien, vous savez, Witkoff est le représentant personnel du président. Le fait qu'ils aient fait venir le chef du CENTCOM maintenant montre qu'ils comptent l'avoir sur place pour parler de ce que les États-Unis considèrent comme la menace militaire iranienne. Franchement, je dirais que le chef du CENTCOM n'est pas la bonne personne à avoir là. Si vous êtes sérieux en disant que vous voulez vous assurer que l'Iran ne construit pas d'armes nucléaires, qu'il ne traite pas de matières fissiles pour créer une ogive nucléaire, alors c'est un tout autre type de discussion. Vous voulez quelqu'un du département de l'énergie qui soit compétent dans ce domaine, ou dans cette section, je ne suis même pas sûr qu'elle existe encore, des inspecteurs d'armes, pour exiger le type de garantie dont nous aurions besoin, afin de savoir que l'Iran ne construisait pas, soi-disant, une arme nucléaire. Donc vous savez, Witkoff avec Jared Kushner, je crois que Kushner était là aussi, c'est juste, vous savez, une réunion de la maison Chabad. Vous savez, si vous leur demandiez où se situe leur loyauté, avec les États-Unis ou avec Israël, je pense qu'ils auraient du mal à répondre. Parce que, vous savez, faire des courbettes à Israël reste une part très importante de ce qui motive Trump. Si l'on y regarde de plus près, on constate que les gens ont négligé ce que l'on pourrait appeler l'influence de la mafia juive sur Donald Trump. Il était ami dès le début avec Roy Cohn. Et Cohn était l'un des dirigeants, il a travaillé pour le sénateur Joseph McCarthy, si je me souviens bien, et aussi aux côtés de Robert F. Kennedy. Mais Roy Cohn faisait, disons, partie de la première forme de l'État profond. Et vous savez, l'association de Trump avec Epstein. Ce que je veux dire, c'est que cette relation avec l'ensemble de l'entreprise sioniste n'est pas fortuite, ni périphérique. Elle est au cœur de tout cela. Et je pense que c'est un autre facteur qui motive Trump. Tu sais, je le dis franchement, je pense que Larry a raison. Une chose qui m'inquiète vraiment ici, et qui fait que je ne suis pas aussi optimiste que je pourrais l'être autrement à propos de la pression totale ou d'une attaque contre l'Iran, c'est l'affaire Epstein. Elle prend de l'ampleur chaque jour, que ce soit avec Melania, le président lui-même ou certains de ses proches. Et qu'elle me de détourner l'action immédiatement que de déclencher une guerre massive. Oui, et à ce sujet, l'une des révélations d'hier que j'ignorais, il s'avère qu'il existe une photo dans les dossiers montrant Melania en train de passer du temps avec Ghislaine Maxwell avant qu'elle n'épouse Donald Trump. Et il a été rapporté, Epstein aurait été celui qui a présenté Melania à Donald Trump. Maintenant, certains ont spéculé, faisait-elle partie des activités sexuelles d'Epstein? J'en doute, parce qu'elle était trop âgée. Vous savez, si elle avait eu 15 ou 16 ans, oui, elle aurait été une candidate de choix. Mais elle avait, vous savez, 21 ou 22 ans. C'était trop vieux pour Jeffrey et sa bande de pervers qui sont en train d'être exposés dans le monde entier. Mais tout de même, la relation que Trump entretenait avec Epstein était profonde. Elle n'était pas périphérique. Elle n'était pas fortuite. Ils n'étaient pas simplement des membres d'un club de golf qui se croisaient dans les vestiaires le week-end. Non. Et Trump a tout fait pour essayer de dissimuler cela. Mais la vérité commence à éclater, car ce qu'ils mettent réellement au jour, c'est la manière dont les sionistes, en utilisant le Mossad, ont participé à une vaste campagne de chantage et de contrôle. Et maintenant, il est confirmé qu'Epstein travaillait pour les Rothschild. Vous savez, les gens ressortent toutes sortes de théories du complot sur les Rothschild, mais il ne fait aucun doute qu'ils ont été l'une des familles les plus destructrices de l'histoire en matière de promotion de la guerre, du chaos et d'implication dans des activités sexuelles dépravées. C'est vraiment des choses malsaines qui sortent. Et Trump
fait de son mieux pour jouer l'acteur Leslie Nielsen dans cette vieille histoire de police. Circulez. Il n'y a rien à voir. Oui, c'est stupéfiant de voir combien de personnes riches, influentes et puissantes Epstein connaissait et avec qui il a travaillé ou sur qui il a travaillé. Vraiment stupéfiant. Hier, lors des questions au Premier ministre, Starmer a été mis en difficulté par des députés qui se sont simplement levés et ont dit « Vous savez qui vous avez envoyé en Amérique comme ambassadeur ?» Je veux dire, il en fait partie. Y a-t-il quelqu'un qui n'en fait pas partie? C'est la question que je me pose, quelqu'un de fortuné, d'influent et de puissant dans une certaine mesure. Y a-t-il quelqu'un qui n'en fait pas partie? Ouais. Je ne sais pas si tu as vu le tweet de Benjamin Netanyahu parlant de Jeffrey Epstein. Il dit que la relation inhabituellement étroite d'Epstein avec Ehud Barak ne suggère pas qu'Epstein travaillait pour Israël. Cela prouve le contraire. Il affirme qu'Ehud Barak était lié à la gauche, aux antisionistes, à la gauche aux États-Unis, et qu'il faisait tout pour détruire Israël en essayant de construire une sorte d'argument. C'est incroyable ce qu'il essaie de faire. Ça me rappelle Charlie Kirk. Beaucoup de ces gens n'étaient pas, comme on dit, tu vois, en train de faire travailler Epstein pour eux. C'est eux qui travaillaient pour Epstein. Bon, écoutez, mettons-nous d'accord. Allons droit au but. C'était le complot de Vladimir Poutine. Tout cela est la faute de Poutine. C'est probablement le seul dirigeant mondial qui n'est pas impliqué. Oui. Non seulement c'est un club auquel il n'a pas été invité à adhérer, mais c'est aussi un club dont il ne voudrait pas être membre. Je ne pense pas que Xi Jinping était là non plus. Ouais. La seule raison pour laquelle nous savons qu'Epstein était un agent du gouvernement russe, un agent de Vladimir Poutine, c'est grâce aux médias britanniques. Ils l'ont découvert d'une manière très sophistiquée. Oh mon Dieu. Écoutez, ils sont désespérés d'essayer, d'une manière ou d'une autre, de braquer les projecteurs sur la Russie. Mais c'est juste, cela met en lumière, vous savez. Encore une fois, il ne s'agit pas de contacts fortuits. Ce sont tous des gens très riches et influents. Et encore une fois, ce serait une chose s'ils se connaissaient simplement. Ce n'est pas un crime. Mais Epstein se livrait à la procuration de jeunes filles mineures impliquées dans des activités sexuelles. Et, vous savez, certaines des photos qui sortent montrent à quel point la procureure générale Pam Bondi et le directeur du FBI Kash Patel sont des menteurs. Ils sont méprisables, le camouflage auquel ils se sont livrés. Mais l'une des raisons, comme vous l'avez vu lorsque ces dossiers ont été publiés, c'est que le nom de Donald Trump apparaissait environ 1800 fois. Et il ne cesse de le réduire, d'essayer de supprimer son nom ou de le noircir. Encore une fois, c'est une dissimulation. Nima, si tu lis la déclaration la plus récente de Xi Jinping, la troisième, je crois, de la série, elle reprend ce que Deng Xiaoping avait initié et que Xi Jinping est maintenant l'instrument chargé d'achever. C'est vraiment saisissant. J'en ai parlé à Chas Freeman l'autre jour pour m'assurer que je ne la lisais pas de travers ou de manière erronée, car c'est impressionnant. L'une des choses qu'il y dit, c'est « Nous allons faire du renminbi une monnaie de réserve mondiale. » C'est un changement énorme. Puis il poursuit en disant qu'ils vont devenir, enfin qu'ils sont déjà, selon lui, numéro 2 dans le monde. Il le dit clairement. Ensuite, il ajoute « Nous sommes une puissance industrielle, capitaliste, industrielle et économique, sans égale. Le moyen d'atteindre le sommet est de développer un système financier. » Et puis, cette monnaie de réserve pour le renminbi en fait partie.
Mais le langage qu'il emploie, et je ne parle pas mandarin, donc je me fie à la traduction, comme je l'ai dit, je l'ai fait relire par l'ambassadeur Freeman. Le langage qu'il utilise pour décrire le système social et financier de l'Occident est accablant. Et il insiste longuement pour dire « Nous ne ferons pas cela. Nous n'imiterons pas l'Occident. Nous ne construirons pas un système financier comme le leur. Le leur est profondément défaillant. Et une partie de cela doit forcément découler du scandale Epstein. Cela doit aussi venir de ce que nous avons fait avec notre système financier en matière de sanctions et de ce genre de perfidie. C'est une déclaration puissante, inattendue à ce moment précis. Et pourtant, la voilà. Larry, nous savons d'après. Vas-y. J'allais justement dire que le monde que Friedrich Nietzsche a décrit, en termes des conséquences de la montée du nihilisme, nous y assistons. Nous y assistons. Je veux dire, cela se passe juste sous nos yeux. Il semble que l'une des exigences du côté américain, ce n'est pas la question centrale, mais plutôt un point secondaire, selon un rapport d'Al Jazeera hier soir, soit que les États-Unis demandent, ou plutôt exigent, que l'Iran n'exporte pas son pétrole, ou du moins limite ses exportations de pétrole vers la Chine. Vous savez, comment expliquer cela? Je dirais que cela n'arrivera jamais. Et pourquoi aller dans cette direction si la question principale concerne le programme nucléaire iranien? Et ceci fait suite aux commentaires du colonel Larry Wilkerson. Le 4 février, donc il y a 2 jours, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont eu une visioconférence d'1 heure et 25 minutes. Les 2 gouvernements ont publié un compte-rendu. La principale conclusion qui en ressort est qu'ils sont tous 2 des dirigeants fermement engagés, déterminés à jouer un rôle dominant dans le monde en matière de maintien de la sécurité et, comme l'a souligné le colonel Wilkerson, à contribuer à la création d'un nouvel ordre financier. Ils ont parlé spécifiquement de l'Iran. Ils ne sont pas entrés dans les détails, mais je vous garantis que ces détails portaient sur des questions du type « D'accord, si les États-Unis attaquent l'Iran, comment allons-nous réagir ?» Que va-t-on faire? Quelles mesures sommes-nous prêts à prendre? Parce qu'ils ont déjà pris des mesures considérables jusqu'à présent. Fourniture de systèmes de défense aérienne, renforcement des capacités de renseignement de l'Iran et conseils amicaux sur la manière d'éviter de tomber dans un piège. Mais cette construction d'une nouvelle infrastructure économique, l'un des nouveaux éléments créés par la Chine, s'appelle le CIPS, le système de paiement interbancaire transfrontalier. C'est un système numérique, un concurrent de SWIFT. En réalité, on ne peut même pas vraiment parler de concurrent, car il surpasse largement SWIFT. SWIFT, au fond, n'est qu'un système analogique. Ce que je veux dire par là, c'est que j'envoie un email, par exemple, à toi. Si tu es une banque, Nima, et que le colonel Wilkerson est une banque, et que je veux transférer de l'argent au colonel Wilkerson, mais que je dois passer par toi comme banque intermédiaire, je t'envoie un email disant « transfère l'argent ». Ensuite, tu envoies l'email à Wilkerson. Et il y a ce truc qu'on appelle le spam, donc parfois ces emails se perdent. Au lieu que la transaction prenne un jour, parfois elle en prend 3. Eh bien, voici la Chine avec son CIPS. C'est littéralement numérique. Comme lorsque je t'envoie de l'argent par téléphone via un système comme Zelle ou Venmo, l'argent arrive immédiatement sur ton compte bancaire. La Chine et la Russie avancent déjà dans cette direction. Et les États-Unis, eux, sont occupés à mettre en place ce que j'appelle des boutiques de fouets de cocher plaqués or. On les habille de manière très coûteuse et on se dit, il y aura sûrement une vraie demande pour ça, sans se rendre compte que la technologie a évolué. La raison pour laquelle la Chine et la Russie discutaient le 4, c'est que Poutine disait aussi à Xi, « J'aurai une conversation plus tard aujourd'hui avec Donald Trump.
Donc je veux que tu saches de quoi nous allons parler. Il coordonne simplement pour rassurer la Chine sur le fait que la Russie ne mène pas son propre jeu parallèle. Et ensuite, c'est après cela, en fait oui, que Poutine et Xi, à un moment donné, ont eu des conversations avec Trump. C'est Xi qui a réellement eu la conversation le 4. Et vous savez, il a été très très direct avec Trump. Taïwan fait partie de la Chine. Cela ne changera pas. Maintenant, Trump est sorti et a fait de son mieux pour enjoliver la situation. Mais Xi n'a absolument pas reculé sur les intérêts de la Chine. Mais encore une fois, le point essentiel, c'est que la Chine et la Russie se coordonnent de très près. Et c'est précisément ce que les États-Unis, il y a 10 ans, disaient vouloir éviter. Maintenant, nous avons créé exactement ce que nous prétendions ne pas vouloir voir exister. Et en ce qui concerne la guerre, Nima, il y a probablement plus de pétrole dans le désert occidental de l'Irak qui n'a pas encore été suffisamment exploré, et il y a de nombreuses raisons à cela. Les multinationales n'aiment toujours pas s'y aventurer, car la situation n'est pas stabilisée, et le ministère du pétrole, à leurs yeux, n'est pas compétent en matière d'exploration de ce désert occidental. Il y a aussi plus de pétrole sous la mer Caspienne qu'au Venezuela, ou d'ailleurs probablement n'importe où ailleurs dans le monde, qui attend là-bas. Les Rothschild et d'autres y ont eu leur petite part au début, mais il est toujours là. Il attend. La Russie et la Chine ont la plus grande légitimité à ce sujet, en termes de développement et des oléoducs qui vont le pomper, et ainsi de suite. Je suis donc sûr que ces discussions ont porté sur la manière dont elles vont s'éloigner de la plus grande puissance pétrolière du monde à l'heure actuelle, à cause de la fracturation hydraulique, et la laisser derrière elles. Et elles vont le faire. Je n'ai aucun doute là-dessus. Elles sont déjà bien en avance sur nous dans cette technologie et progressent encore davantage, si bien que ce ne sera pas un grand exploit pour elles. Alors, quand cela arrivera et que ce pétrole sera libellé en renminbi plutôt qu'en dollars américains, devinez ce qui arrivera aux autres pays du monde qui ont encore un peu de pétrole. Et j'inclus les Saoudiens là-dedans, car ils sont en train de s'épuiser, non pas parce qu'il ne leur reste plus rien dans le sol, mais parce que les structures géologiques contenant le pétrole s'effondrent lorsqu'on l'en extrait. Ce sont les derniers vestiges du pétrole dans cette structure particulière. Ils ne vont donc pas complètement manquer de pétrole, mais ils ne seront plus la puissance pétrolière qu'ils ont été par le passé. Et regardez l'OPEP aujourd'hui. Quand avez-vous entendu parler de l'OPEP pour la dernière fois? Vous n'en entendez plus parler parce que leur pouvoir s'amenuise face à ces autres évolutions. Quand il en coûte $50 à un gars du bassin permien pour extraire un baril de pétrole du sol, et qu'il en coûte à quelqu'un d'autre entre 10 et 12 $, devine qui va gagner cette bataille. Regarde-nous essayer de faire monter les prix du pétrole dès que Trump aura pris la mesure des élections de mi-mandat et pensera que le contribuable américain ne posera pas trop de problèmes, parce que le pétrole sera à $100 le baril, $150 le baril, et que l'essence à la pompe sera de nouveau à 4 ou 5 $. Ils n'attendent que ça, parce que nous ne pourrons pas compenser vu ce que font les autres, qui sont plus malins que nous. Et les multinationales observent tout cela de très près et déplacent leurs drapeaux en conséquence, ou du moins s'y préparent. Larry, ce qui est si étonnant dans ce que le colonel vient de dire, c'est qu'il parle de la capacité de l'Arabie saoudite, avec le temps, à fournir du pétrole et du gaz au marché. Mais nous savons que le chancelier allemand Merz s'est rendu en Arabie saoudite pour parler de son souhait de remplacer la Russie par l'Arabie saoudite. C'est incroyable pour moi.
Que se passe-t-il dans la tête de ces gens? Après toutes les difficultés, leur attitude semble d'une certaine manière complètement illusoire. Yeah, how are they going to get that oil from Saudi Arabia? Comment vont-ils acheminer ce pétrole d'Arabie saoudite jusqu'en Allemagne, par exemple? Cela va coûter plus cher, tout simplement, parce que, vous savez, s'il provient d'Arabie saoudite, il faudra le transporter par la mer Rouge, puis par le canal de Suez, ensuite par la Méditerranée, et enfin remonter dans l'Atlantique Nord pour atteindre Hambourg. Vous savez, c'est un trajet assez long. Alors que la Russie pouvait autrefois simplement le pomper par des oléoducs jusqu'en Allemagne, ou du moins en faciliter grandement la livraison. Or at least make it much easier to deliver the oil. So, you know, the European Union is. Alors vous savez, l'Union européenne est en train de se suicider. Elle se suicide économiquement parce que, au lieu d'essayer d'obtenir les produits essentiels au prix le plus bas possible, elle les paye au prix le plus élevé possible. Et ce faisant, elle s'endette énormément et ses économies ralentissent toutes. C'est donc, encore une fois, cette déconnexion avec la réalité. En observant la politique avec un certain intérêt depuis 50 ans, et je n'ai jamais rien vu tel, un disaster wing, c'est vraiment stupéfiant. Such a divorce from reality. It's really astonishing. Yeah. Carl, Larry mentioned that Carl, Larry a mentionné qu'une partie de la discussion entre la Chine et la Russie porte sur ce qui se passe en Iran, sur la situation de l'Iran en Asie de l'Ouest. À ton avis, penses-tu que si quelque chose se produit, supposons, nous savons qu'ici, en Iran, personne ne croit à ce que dit Donald Trump? Je dirais cela. Et beaucoup de gens soutiennent qu'il n'y a aucun intérêt à négocier avec les États-Unis. Nous savons qu'à terme, nous devrons affronter les États-Unis. C'est ce que pensent les gens ici, l'opinion publique, les décideurs, les responsables militaires et du renseignement. Mais comment vois-tu l'ensemble de la situation du point de vue de la Russie et de la Chine? Dans quelle mesure penses-tu qu'ils collaboreraient avec l'Iran ou s'impliqueraient dans le conflit? Tout d'abord, permettez-moi de dire, à propos de votre remarque selon laquelle il ne croit pas vraiment en Donald Trump, eh bien, existe-t-il aujourd'hui un dirigeant mondial qui croit en Donald Trump? Oui, ils doivent peut-être faire semblant de le faire à certaines occasions et sur certaines questions précises, mais je dirais qu'il n'y en a pas un seul. La plupart d'entre eux penseraient probablement que leurs prières ont été exaucées s'ils mouraient d'une crise cardiaque demain matin. Je ne sais pas si J.D. Vance serait bien meilleur, mais au moins il semblerait sans doute être une meilleure personne pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils en apprennent davantage sur lui. Quand on en vient à ce qui se passe en ce moment, je pense que l'une des raisons pour lesquelles Poutine, eh bien, je n'écoutais pas l'appel téléphonique. Mais si je l'avais fait, je pense que j'aurais entendu quelques remarques à ce sujet. Poutine est actuellement enlisé en Ukraine. Il y a engagé des forces majeures, on pourrait dire la principale puissance de l'armée russe, sa capacité à influencer d'autres événements, qui y sont immobilisés. Il est de plus en plus préoccupé par l'Asie du Sud-Ouest. Après tout, si l'on regarde une carte, ce n'est pas très loin de la Russie. Cela a toujours été une source d'inquiétude depuis Staline, en réalité depuis Catherine. Il aimerait donc mettre fin à l'opération militaire spéciale aussi vite que possible, car il est immobilisé et pourrait avoir besoin de cette armée, au moins pour la dissuasion, voire pour intervenir dans une autre région. Il a un pacte avec l'Iran, en fait, comme vous le savez bien. Alors que faire? Vous avez deux choix en ce qui concerne l'Ukraine. Vous dites à Witko et à Kushner d'aller se faire voir, ou du moins vous laissez entendre cela tout en poursuivant les discussions, et vous avancez vers Odessa ou ailleurs, en continuant votre progression en Ukraine pour pratiquement tout détruire de ce qui reste. Allez jusqu'à la ligne Curzon si vous voulez.
Il y a actuellement une réelle inquiétude en Pologne à ce sujet parmi ceux qui suivent la situation de près. Ou bien vous concluez ces négociations dans les meilleures conditions possibles, vous vous libérez et vous gagnez un peu plus de flexibilité avec votre moyen de dissuasion, votre armée. Je ne sais pas où il veut en venir à cet égard. Je ne prétendrai même pas le savoir. Mais je pense que c'est une considération majeure pour lui en ce moment. Il est engagé dans un conflit qui compte pour lui, mais il l'a gagné, pour ainsi dire. Et il est maintenant pris dans des négociations qui le freinent. Il a besoin de cette armée pour d'autres raisons et dans d'autres endroits. Tout cela pour dire que je pense que les dynamiques évoluent au point où, et je me permets d'ajouter rapidement, cette administration n'en a absolument aucune compréhension. L'Europe devient de plus en plus insignifiante sur la scène mondiale, à tous égards, et l'UE même le reflète en réagissant comme le ferait une entité non démocratique et autocratique, stupidement, idiotement, de manière insensée, en essayant de préserver ses prérogatives. Et elle n'y parviendra pas. L'Europe est en train de se désagréger. L'OTAN se désagrège. C'est pour rien, you said ça. Peut-être que c'était son objectif principal. Certains ont dit que l'un de ses buts, avec cette opération militaire spéciale, faisait partie intégrante d'un objectif stratégique plus vaste. Détruire l'OTAN, faire le ménage en Europe, rompre le lien transatlantique, et ainsi de suite. Je n'en douterai pas un instant. Cependant, je pense que nous sommes actuellement embourbés dans ce processus et que l'Iran le complique. Il sera donc intéressant de voir ce qui va se passer. Si, premièrement, nous utilisons la force militaire en Asie du Sud-Ouest, je prédis une catastrophe totale si nous le faisons, et je pense que Trump en est conscient, du moins instinctivement, sinon intellectuellement. Et deuxièmement, si nous ne le faisons pas, il faudra voir où ça nous mène, car cela ne réglera rien de tout cela, si ce n'est que cela n'entraînera pas, vous savez, une guerre plus vaste, ou peut-être même une guerre nucléaire. En d'autres termes, nous n'en avons pas fini avec l'Iran. Au-delà de l'Iran, d'autres défis nous attendent, encore plus grands que l'Iran. Oui, et laissez-moi juste un point de préoccupation. Je ne suis pas sûr de la meilleure façon de le formuler, mais il y a deux manières de voir les choses. L'ambassade virtuelle des États-Unis, puisque nous n'avons pas réellement d'ambassade à Téhéran, mais une version virtuelle, vient tout juste hier de publier un avertissement demandant aux Américains de quitter l'Iran au plus vite. Eh bien, on ne fait cela que si l'on prévoit de lancer une frappe militaire. Ce que j'ignore, c'est si c'est un véritable signe qu'ils vont frapper ou simplement une opération psychologique destinée à donner cette impression. Maintenant, du point de vue iranien, je pense qu'ils ont abordé ces discussions avec les États-Unis cette fois-ci en toute lucidité. Ils étaient naïfs, avec des cure-dents. Comment? Avec des cure-dents. Oui, absolument. Eh bien, vous savez, ils étaient naïfs en juin dernier, les 12 et 13 juin. Ils pensaient se préparer à entamer des discussions avec les États-Unis, et Israël, avec la pleine connaissance et le soutien des États-Unis, a mené cette attaque surprise qui a tenté de décapiter leur direction militaire, politique et religieuse. Eh bien, vous savez, c'est comme la scène de la banane dans le pot d'échappement du film Le flic de Beverly Hills. Vous savez, quand Eddie Murphy met la banane dans le pot d'échappement, il empêche la voiture qui le suit de fonctionner. Mais la deuxième fois, le policier dit « On ne va pas se faire avoir par le coup de la banane dans le pot d'échappement une deuxième fois. » C'est l'Iran. Ils ne vont pas tomber dans le piège. Ils vont nous attirer dans des négociations, puis nous porter un coup bas. Mais d'après ce qu'on dit, l'Iran a été clair. Je viens de voir un titre. Il ne renonce pas à l'enrichissement.
D'accord? Leur position de négociation, c'est oui, vous pouvez inspecter nos installations, mais nous ne renonçons pas à l'enrichissement. Et il n'est certainement pas question de couper le soutien au Hamas et au Hezbollah, ni d'éliminer notre force de missiles. Donc tu vois, Trump peut conclure un accord, mais je ne vois pas comment il peut surmonter les objections des néoconservateurs et des sionistes qui l'entourent. Donc je pense qu'il est encore, je ne crois pas qu'il tienne vraiment la barre. Carl, est-ce que tu penses qu'Israël utiliserait une bombe nucléaire? Tu te souviens, ils ont fait quelque chose avant que toutes ces discussions ne commencent. On a vu quelque chose se produire près de Dimona, une sorte de tremblement de terre, tu sais. Le sismographe a montré que quelque chose s'était passé en Israël. Qu'est-ce que c'était? Tu penses que ça pourrait être l'une des raisons pour lesquelles Israël pourrait utiliser des armes nucléaires contre l'Iran, une bombe nucléaire contre l'Iran? J'ai entendu dire, je crois par une source compétente, qu'il s'agissait d'un véritable événement sismique et qu'Israël en avait profité pour le présenter comme une propagande de troisième ordre, un possible essai d'armes nucléaires ou quelque chose de ce genre. Je le crois. En même temps, je suis remonté à partir de 1948 et j'ai examiné les analyses de l'état-major interarmé sur de nombreuses occasions où Israël n'était pas nécessairement impliqué dans un conflit, mais était sur le point de l'être ou l'a été. Et j'ai étudié ce qui s'est passé concernant les spéculations, puis je pense la confirmation du déplacement réel d'armes nucléaires. Et je n'ai aucun doute dans mon esprit qu'ils y ont déjà réfléchi par le passé, au-delà d'un simple exemple ostentatoire de ce qu'ils pouvaient faire. C'est bien sûr nié à Washington, mais au moins une fois, Washington en a eu connaissance et n'a pas exprimé d'objection, du moins pas en ce qui concerne son effet de propagande. Peut-être que le mouvement lui-même a été contesté, je ne peux pas le dire d'après les archives. Mais tout cela pour dire que je ne pense pas que Netanyahou hésiterait une seule seconde, s'il pensait qu'Israël était en train de sombrer, ou sur le point de sombrer, à utiliser une arme nucléaire. C'est pourquoi j'ai dit il y a bien longtemps que l'Iran avait commis une erreur. Il aurait dû développer une arme nucléaire. Dans l'esprit d'un professionnel militaire, il devrait disposer de ce moyen de dissuasion. Larry, tu as mentionné les négociations qui ont eu lieu avant la guerre entre l'Iran et Israël. Ces discussions, tu sais, ont en quelque sorte échoué à cause de l'attaque israélienne contre l'Iran. Mais ensuite, nous avons vu comment l'administration Trump a tout fait pour intervenir. Avant de passer en direct, nous parlions de ce qui se passe en Iran et des principales raisons de ce type de manifestation là-bas. Voici ce que Scott Bessent a déclaré hier à propos du rôle des États-Unis dans toute cette situation. Ce qu'ils ont fait, c'est créer une pénurie de dollars dans le pays. Dans un discours au Economic Club de New York en mars, j'ai exposé la stratégie. Elle a abouti rapidement, et je dirais magnifiquement, en décembre. Oui. Il dit que c'est de la même manière que Madeleine Albright a réagi à la mort d'un demi-million d'enfants irakiens causée par nos sanctions au cours de ces 20 années. C'est un crétin. Oui, c'est un être humain méprisable, à mon avis. Mais ce qu'il a reconnu, c'est que les États-Unis ont commis un acte de guerre contre l'Iran. Nous sommes les agresseurs. Nous continuons à propager ce mensonge selon lequel l'Iran serait un grand sponsor du terrorisme. Et, il soutiendrait le terrorisme de Hamas et du Hezbollah. Et pourtant, allez voir, vraiment, allez voir le nombre d'attaques attribuées à Hamas et au Hezbollah au cours des 20 dernières années.
J'ai beaucoup écrit à ce sujet. I've written about this extensively because the Israeli foreign ministry publishes Parce que le ministère israélien des Affaires étrangères publie une base de données, le nombre total d'attaques est d'environ 700 et le nombre total de morts avoisine les 1500. Donc je ne dis pas que ce n'est rien, mais ce n'est certainement pas cette menace mondiale et massive qu'on nous présente. Surtout quand on considère le fait que les États-Unis ont soutenu et permis à Saddam Hussein de déclencher une guerre contre l'Iran en 1980. Cette guerre a entraîné la mort d'au moins 500 000 soldats iraniens et je ne sais pas combien de civils. Les États-Unis ont tellement de sang sur les mains et pourtant nous passons notre temps à accuser l'Iran de faire exactement ce que nous avons fait. Et nous nous sentons, vous savez, fiers d'être Américains. Alors qu'en réalité, la seule chose dans laquelle nous avons vraiment excellé au cours des 60 dernières années, c'est à tuer des civils. Ça me rappelle quelque chose, Nima. Une fois, nous étions dans la salle cérémoniale de Fort Myer, en train de répéter pour un événement qui allait être assez important. Il y aurait des chevaux et tout, tu vois. Et Lee Greenwood était là, en train de répéter cette chanson. Powell s'est retourné et est sorti. Je suis allé dehors devant la salle cérémoniale et je lui ai dit « Chef, quelque chose vous a déplu ?» Il a répondu « Oui, Lee Greenwood. » Il détestait cette chanson. Il détestait cette chanson. Je ne lui ai jamais demandé la vraie raison, mais je soupçonnais que c'était l'autre facette de Colin Powell. Après tout, il avait été conseiller à la sécurité nationale du responsable du renseignement le plus compétent de la structure américaine à haut niveau, George H.W. Bush. Il avait été très proche de lui, et il connaissait certaines des choses atroces que nous avions faites. De l'affaire, il rencontra bien d'autres. Larry, tu sais, tu as mentionné la conversation que j'ai eue avec Alex Craner. Et il y a une part de nous qui garde une certaine espérance à propos de Donald Trump. Il y a des gens dans notre public, des gens partout, qui pensent que Donald Trump représente d'une certaine manière un espoir, qu'il a une sorte d'agenda caché dans un coin de sa tête. Et je ne sais pas si on peut vraiment le percevoir, mais voici ce que J.D. Vance a dit à propos de cet agenda. Quelle est la principale raison de ce renforcement, de ce transfert d'armes vers la région, vers l'Asie de l'Ouest, de la part de l'administration Trump? Laisse-moi te dire ce que Vance a dit. Mener une diplomatie quand on ne peut même pas parler à la personne qui dirige le pays, cela rend tout beaucoup plus compliqué et la situation devient presque absurde. Je veux dire, il peut décrocher le téléphone et appeler Poutine. Il peut décrocher le téléphone et appeler Xi. Même avec des pays avec lesquels nous entretenons des relations très hostiles, la Corée du Nord, par exemple, il a rencontré le dirigeant à la ligne du 38e parallèle. C'est étrange que nous ne puissions pas simplement parler à la véritable direction d'un pays. Cela rend vraiment la diplomatie extrêmement difficile. Je me demande pourquoi nous ne pouvons pas partir. Nous menons des actes de guerre contre l'Iran depuis 46 ans. Et quand on prend du recul et qu'on regarde le carnage que nous avons contribué à infliger à l'Iran par l'intermédiaire de nos alliés, les morts, on arrive probablement à près d'1 million de personnes. Allez sur n'importe quel moteur de recherche d'IA et demandez combien de civils américains l'Iran a-t-il tué depuis 1969? Les réponses varient entre 0 et 50, d'accord? 0 et 50. Mais quand on regarde le nombre de personnes que nous avons tuées, des centaines de milliers, et qu'ensuite on se demande pourquoi ils scandent « mort à l'Amérique », eh bien voilà. Vous savez quoi? L'Amérique refuse simplement de se regarder dans le miroir et de reconnaître que c'est nous le meurtrier. C'est pour cela que j'ai utilisé la référence au film
ce film intitulé Angel Heart. Robert De Niro is a twin personage, Louis Sif, Lucifer. Robert De Niro played a character named Louis Lucifer. And he hires this guy, I want you to Et il engage ce type, je veux que tu trouves ce tueur. Et Mickey Rourke est le détective censé trouver le tueur. Ce n'est qu'à la toute fin qu'il réalise qu'il est lui-même le tueur. Il s'est cherché lui-même. C'est exactement ce que nous, aux États-Unis, devons faire. Nous regarder dans le miroir et comprendre que nous ne sommes pas une force du bien dans le monde. Nous sommes une force du mal, de la mort, de la destruction. Je veux dire, bon sang, nous avons facilité la pornographie infantile, facilité la pédophilie, laissé partir ces gens très riches et privilégiés. Regardez Robert Kraft, le propriétaire des New England Patriots. Il figure sur la liste Epstein. Et nous avons d'autres preuves qu'il a été arrêté au sud de Jacksonville, en Floride, dans un salon de massage asiatique. Je veux dire, un milliardaire. On pourrait penser qu'un type comme ça aurait plus de discernement que de se livrer à ce genre de comportement. Et a-t-il été puni? Oh, bien sûr que non. Il s'en est tiré sans rien. Tu sais, il sera au Super Bowl ce week-end. Alors tu vois, cette diabolisation de l'Iran est complètement injustifiée. On ne cesse de parler de la menace qu'il ferait peser sur la région. Ce ne sont pas eux qui attaquent d'autres pays. Bon sang, les États-Unis ont envahi l'Irak 2 fois. Ensuite, nous avons contribué à attiser la guerre civile, armé et soutenu cette guerre, en Syrie, et nous avons aussi envahi l'Afghanistan. Eh bien, l'Irak et l'Afghanistan, de part et d'autre de l'Iran. Je veux dire, c'est juste... Tu sais, ça me frustre tellement que j'en deviens incohérent. Juste pour ajouter à cela, pendant la guerre la plus sanglante depuis la Première Guerre mondiale, à sa manière, la guerre Iran-Irak, lorsque l'Iran progressait sur le champ de bataille à un point que Saddam Hussein jugeait insupportable, nous lui avons fourni les produits chimiques pour utiliser des armes chimiques contre l'Iran. Nous lui avons donné au minimum les précurseurs et je pense que nous lui avons même fourni certaines armes. Oui, absolument. Yeah, absolutely. Thank you so much. Merci beaucoup, Carl et Larry, d'être avec nous aujourd'hui. C'est le dernier podcast de votre côté et nous nous retrouverons la prochaine fois au Brésil. In Brazil. Brazil, yeah. Au Brésil, oui. Très bien, bon voyage. Je sais que c'est un très très long trajet. Et avec ses enfants, tu sais, c'est comme une expédition de survie. Yeah. Oui, exactement. Bon voyage. Thanks. Merci. See you soon. À bientôt. D'accord, merci. Bye-bye.